rapprocher, ceux qui sont en arrière, de vous rapprocher un peu pour que vous puissiez bien entendre la conférence, que ce soit aussi plus clair pour tout le monde. Donc, ceux qui sont en avant, Igal et d'autres personnes, si vous pouvez vous rapprocher, ça va être plus convivial de cette façon-là. Alors, vous savez qu'il y a une conférence de mon ami Daniel Capitanou ce soir. Alors, le titre de sa conférence, l'abandon de la pensée théiste en faveur du matérialisme athée dans le monde académique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit le retour du balancier. Donc, il va tout vous expliquer ça. Alors, vous savez que notre groupe Harmonie, Sciences et Foi, on donne des conférences. Moi, mon ami Jean-Robert Gardère, Daniel, et aussi d'autres personnes qui peuvent se greffer là, au groupe, comme Pierre-Max. J'ai oublié son nom de famille à chaque fois. Laurent, c'est ça. Donc, Pierre-Max Laurent, qui n'a pas donné de conférence encore, mais il fait partie du groupe. Alors, nous donnons des conférences, nous passons à la télévision, à la radio, sur le net aussi. Alors, les gens nous invitent pour parler, finalement, le but de nos conférences, de nos émissions à la radio et à la télévision, c'est de contrer les arguments de l'évolution. Vous savez que l'évolution, aujourd'hui, c'est en vogue. Dans toutes nos écoles, les jeunes entendent parler seulement de l'évolution. Alors, nous, on est là pour exposer l'autre côté de la médaille. OK? Donc, et on arrive avec des arguments solides en vue de contrer, évidemment, les arguments de l'évolution. En fait, en d'autres mots, en guillemets, on démolit l'évolution. Alors, je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, sur le net, donc www.harmonie, sciences et foi. À la télévision aussi, il est écrit avec Rémi Ballet. Alors, on est un petit peu partout et il y a des demandes pour ça. Donc, on est content de faire partie de ce groupe-là pour essayer d'exposer l'autre côté de la médaille que les gens, malheureusement, ne voient pas dans les écoles, que les jeunes sont un peu aux prises avec l'évolution. Alors, sans plus tarder, donc, je vais céder la parole au conférencier du jour, donc Daniel. Et je vous souhaite une très belle conférence pour tout le monde. Et il va y avoir encore une fois une période de questions à la fin. Et on va, dans la mesure du possible, répondre à toutes vos questions. Alors, bonne conférence à tous. C'est mon tour. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Good. Eh bien, j'aimerais nous rassurer réciproquement. Avez-vous fait votre sieste cet après-midi? Non? Mais ce n'est pas grave, parce que si jamais ça vous tente, puis vous vous endormez, moi je vais m'efforcer de ne pas trop parler fort, là. C'est correct. Dans nos conférences, on a déjà vu ça, c'est correct. Des fois, les sujets sont tellement ardus là, que les gens finissent par... correct. Oui. Autre chose, avez-vous déjà pensé aujourd'hui à quelque chose de plaisant pour ventiler un peu là, parce que vous allez avoir l'occasion de le faire si jamais le sujet est trop rébarbatif. Okay. Puis, avant de commencer la conférence, j'aimerais vous donner une petite anecdote, juste une chose que probablement tout le bon Québécois se rappelle. La visite de Jean Charest en France, quand le président de la République lui dit « Monsieur Charest, avez-vous, je ne prononce pas le mot, à terre ?» Puis ça a été un moment d'embarras épouvantable. Les journaux ont fait la une le lendemain, puis tout ça. Est-ce que vous vous rappelez l'incident? C'est une expression québécoise. Avez-vous la chose à terre? C'est quand on est trop fatigué. Alors, vu que le président n'a pas été bien informé, c'est ça qu'on critiquait. Parce que, bon, ce n'est pas la job du président de s'informer de toutes choses, mais si on lui fournit une information, c'est mieux de lui dire que c'est obscène. Aujourd'hui, on va parler d'obscénité, des gros mots, de la pensée. Okay. Ce sont des gros mots qui sont des obscénités dans le sens que c'est obscène. Par exemple, d'avoir une formule sur l'écran
quand on ne connaît pas. Et le conférencier nous dit, voilà la formule, voilà ce qu'il représente, puis nous, on est perdu. C'est vraiment, c'est insultant pour l'intelligence de celui qui s'efforce, puis n'a pas tous les moyens. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire ce que les conseillers du président de la République fallait faire. Ça veut dire donner des outils pour comprendre la signification des mots. Alors, vous allez voir, on a l'habitude d'utiliser des mots, puis des fois, on connaît plus ou moins. C'est ce qu'on va essayer au moins quelques-uns, pour nous équiper à ne pas se mettre en embarras. Moi, on m'a invité une fois de prêcher. Alors, j'ai lâché une expression typiquement québécoise sans savoir que c'est obscène. Alors, au moins, quand tu es dans l'église, c'est mieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire, les mots que tu emploies. Aujourd'hui, on nous véhicule des mots, puis des fois, on n'est pas tout à fait au courant des notions et de la portée des choses qu'elles contiennent. Fait qu'on va essayer plus ou moins d'accommoder tout le monde, parce que c'était ça la critique. Ils ont vu le texte, ils ont dit ça fait peur au monde. Parce que, tiens, quand on voit la pensée théiste, c'est-tu la pensée autour de la thé, là? Non? On boit du thé? Non? C'est pas ça? Non, dans le fond, théisme et l'athéisme sont des choses qui sont contraires les unes aux autres. Dans le fond, ce que l'un affirme, l'autre infirme, et à l'envers. Donc, quand vous allez voir théisme, théiste, c'est l'opposé de l'athée. C'est clair? C'est pas compliqué. De toute façon, athéisme ou théisme, du point de vue philosophique, sont là. Du point de vue des concepts, pas de tout ce qui se trouve en arrière, du concept de base du théisme en athéisme, c'est vraiment là. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va nous poser deux questions principales pour pouvoir comprendre ce qui se passe, dans le fond, dans l'histoire du monde académique. La première question, comment ça se fait qu'on s'est ramassé avec le matérialisme et le naturalisme dans le monde académique, quand on sait très bien qu'on a eu un chemin de longue haleine de la pensée théiste dans le monde académique. Comment ça se fait que le matérialisme et le naturalisme sont arrivés là, et s'ils sont le produit de l'époque moderne, comme on dit des fois? Est-ce que ça se peut qu'on se voit devant une chose qui insulte notre mémoire collective? Bon, ben on va passer plus loin. Qu'est-ce que c'est le matérialisme? Parce qu'on véhicule les mots, mais on a l'impression qu'on sait, mais des fois, c'est mieux de les clarifier. Alors, matérialisme et naturalisme sont deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles, même s'ils vont de pair la plupart du temps. Tout d'abord, le matérialisme veut dire que toute chose est composée de la matière, c'est quasiment un truisme, mais que tout phénomène est résultat d'interaction matérielle. Autrement dit, il n'y a rien d'autre chose que du matériel. Tout ce qui existe, dans le fond, c'est matériel. Matériel dans le sens que, bon, c'est fait des choses qui sont vraiment mesurables, palpables. Ce n'est pas plus que ça. Donc, l'athéisme est là, le matérialisme est un peu plus haut, parce qu'il vient de clarifier pour quelle raison l'athée est athée. Le matérialisme lui donne le pain et le couteau. Voilà pourquoi. Parce que tout est de la matière. Alors, le théisme veut dire qu'on a aussi de l'esprit. Le matérialisme dit, ah bon, il est où là? Je ne le vois pas. Parce que ce que je regarde ce qui est fait de matière. Alors, le naturalisme, il n'est pas là, il est là. On va voir pourquoi. Parce que tout d'abord, il dit le monde est une unité. Okay? Et qu'il n'y a pas de cause extérieure. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde est un facteur causal. Ça veut dire que tout ce qu'on a là est la cause de toute chose. Il n'y a pas de choses extérieures. Et parce qu'il n'y a pas de choses extérieures, on n'a pas besoin d'une chose surnaturelle. Parce que les causes sont déjà là. Oui, OK. Mais c'est
comment ça se fait que les choses sont de cette manière? Ben, là, il y a toute une pléiade d'arguments là, qu'on ne va pas passer tout à travers parce que de toute façon, notre but c'est d'aller un peu de l'autre côté, de voir comment ça se fait que la science véhicule certaines notions. Alors, parce qu'il n'y a pas de source, de cause naturelle ou une source naturelle pour ce qu'on a dans le monde, on n'a pas non plus besoin, on n'a pas non plus une source de connaissances surnaturelles. Parce que, n'est-ce pas, il n'y a pas de surnaturel. Comment vous dites que tu as une source d'inspiration de quelque chose qui n'existait pas? Voyons donc. Un autre point de vue, c'est que, parce que, contrairement à ce que la révélation dit, ben, la vie est issue de la matière non vivante. Ici, on se donne la main avec le matérialisme. Alors, la vie est issue de la matière non vivante par un processus mécanique aveugle de transformation et d'organisation de cette matière. Donc, on voit ici, bon, on se donne la main avec le matérialisme, puis c'est pour ces raisons que on s'en va encore plus loin en disant que l'homme lui-même, vu qu'il n'y a pas de sources surnaturelles, l'homme lui-même est le produit de cet univers qui n'a pas d'autre justification que les causes naturelles qui l'ont amené à l'existence. Autrement dit, là, c'est tout à fait le contraire de ce que la révélation, peu importe laquelle, dit. Et parce que on a toute cette idée, on a parce qu'on dit, dans le fond, on parle de quoi? On parle de la matière. Bon, la matière, on est capable de la mesurer, de faire des expériences. Oui, ça veut dire qu'on est capable de comprendre pas mal. Oui, ça ne doit pas être si sorcier que ça. Autre chose, c'est que on dit que le naturalisme penche pour l'utilitarisme et hédonisme. Rendez-vous sur Wikipédia parce qu'on n'a pas le temps. Mais l'utilitarisme, on sait bien que ça concerne ce qui est utile, et hédonisme, fais-toi plaisir. Le reste, de toute façon, on s'en va. On va tous passer au recyclage tantôt. Fait que carpe diem, vis ta vie. La meilleure vision de la réalité est celle qui est donnée par la meilleure et la dernière science. Et avec ça, le naturalisme fait le corollaire. Vous voyez, l'athéisme dit simplement qu'il n'y a pas de Dieu. Le matérialisme explique pour quelle raison dans 2 phrases. Le naturalisme, c'est plus compliqué. Alors, quand on dit l'athéisme est quelque chose de fort, le naturalisme est le papa de plus fort. C'est encore plus fort. Bon, donc, comment l'hégémonie de l'athéisme s'est-elle instaurée dans le monde académique occidental, vu qu'on a eu une histoire énorme en arrière? Mais qu'est-ce que ça veut dire hégémonie? Hein? Bon, hégémonie, on va juste essayer d'apprendre un nouveau mot, là, vient du mot grec hégémon, qui veut dire commandant des chefs. Et pour ces raisons, le mot hégémonie comprend, donc quand on dit ça, ça veut dire domination sans partage ou suprématie. Comment ça se fait qu'on a cette suprématie de l'athéisme dans le monde académique actuellement? Et c'est sûr que si on veut aller plus loin pour se donner l'air des savants, on dit hégémon à celui qui exerce l'hégémonie. Notre histoire commence avec quelqu'un qui a un drôle de nom. Il est sur notre passeport, ce nom. Hein? Il s'appelle Canada, pour de vrai. C'est une philosophie indienne qui a vécu, semble-t-il, autour des années 600, quoique il y en a qui disent que c'est 200. On ne se querelle pas là-dedans. C'est vieux. Et lui, parce qu'il y a eu un débat, ça veut dire, bon, la matière, c'est quoi la nature de la matière? Mettons si on a une roche, est-ce que c'est fait des parties qui sont indivisibles ou bien c'est une matière continue? Peu importe combien tu essayes de couper ça, ben là, bonne chance parce que ça va aller à l'infini. Puis lui,
parce qu'il était un penseur, il dit, OK, attends un peu, ça veut dire qu'on a l'infini. Dans un caillou, là, dans une roche, OK, tu as l'infini. Alors, pour la chaîne Himalaya, tu as toujours de l'infini. Mais voyons donc, qu'est-ce que ça fait la différence de volume, mon homme? Comment ça se fait que l'infini est plus petit là-bas qu'ici? Ça ne marche pas, cette histoire. Il doit y avoir des unités indivisibles qui font la différence des volumes. Hein? Et c'est de cette manière que, bon, c'était une idée, mais qui a conquis le monde. Il a dit, mais ça a plus de sens. C'est pour ces raisons qu'il doit y avoir des unités de base. Ici, on a une petite photo. Probablement, vous connaissez de quoi il s'agit. C'est la première photo d'un atome. On voit le nuage d'électrons. Mais l'idée, c'est qu'il semble qu'il y a eu raison, le gars. Il semble qu'à la base, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intuitif qui a mené au fil du temps à la découverte que oui, Canada, il avait raison. Canada, on est fort, hein? Parce que les Grecs, ils avaient des bonnes relations commerciales avec un peu tout le monde. Il y avait un empire maritime extraordinaire. Ils faisaient du commerce. Ils en allaient jusqu'à l'Inde. Parce qu'on troquait toutes choses des choses. On a attrapé aussi la bibite qu'on appelle l'atomisme. L'atomisme, qu'on a vu tout à l'heure, a été pour la première fois prise par Leucippe. C'est un philosophe qui a eu ce monsieur Démocrite, qui est une grande figure. C'est toute une figure, hein, ce gars. Puis, eux autres, ils ont formulé de manière plus à la grecque, là, plus académique, la notion d'atomisme. Et Lucrèce, qui est un grand poète, ça veut dire que si jamais on a l'occasion de lire son œuvre, c'est quelque chose. Mais en même temps, lui, là, il était tellement désabusé de cette idée que la matière est tout ce qu'on a, que, bon, des fois, il pétait des coches, hein, surtout par rapport à la religion, à des prêtres, parce qu'il avait des prêtres, lui, bon, des prêtres païens, mais des religions pareilles, il pétait des coches. Il semble-t-il qu'il a fini par se suicider, mais ça, c'est une autre histoire. C'est tout à fait un personnage important du savoir universel. Tout a commencé avec Démocrite, qui était un peu le bulldog de l'athéisme dans le monde moderne. L'atomisme veut dire quoi? Ben, c'est qu'à la base, on a des éléments fondamentaux qui sont insécables. Ça, c'est un gros mot. Écoute, Daniel, lâche-nous là, avec ces termes. Hein? Insécable, ça veut dire qu'on ne peut plus le couper. C'est sûr que l'atome d'aujourd'hui, on le coupe pas mal, mais ça, c'est autre chose. Il dit le monde est à la base formé des choses qu'on ne peut plus le couper. Ce sont des éléments fondamentaux et qu'ils sont invisibles et qu'ils sont tous de la même substance. Et avec ce genre de trucs, on est capable, par des changements, par des combinaisons, de faire toutes les choses qui existent dans la matière. Okay? Tous les changements qui existent sont dus à ces petits personnages qu'on ne le voit pas, très sympathiques. Mais comment quelque chose qui est invisible et sympathique? En tout cas, c'est beau. Donc, on disait tout à l'heure on parlait de matérialisme. Est-ce que trouvez-vous que ça ressemble un peu à ce que les atomistes disaient? Ben, qu'est-ce qu'ils disaient dans le fond? Bon, et tout est fait un peu de la matière. La matière est un peu le résultat des petites choses. Alors, toute chose est composée de la matière. Peut-être que je force un peu la note, mais moi, je vois beaucoup de similitudes. C'est le début du matérialisme. C'est sûr que c'était un matérialisme un peu différent, on va voir, mais finalement, ça nous vient de là. Oups, c'est pas lui, c'est lui. C'est l'Einstein du monde académique antique. C'est le fameux Aristote à qui on doit les premiers débuts de la méthode scientifique. C'est sûr qu'on lui doit autant d'autres choses qu'on n'aimerait pas l'avoir comme héritage, mais bon, c'est ça. Lui, il a regardé un peu l'atomisme, il a dit, il s'est souvenu qu'avant, on avait une autre doctrine sur
le monde, là, il disait, ben non. Anciennement, on disait on a 4 éléments. À ces 4 éléments qui veut dire feu, air, eau et terre, s'ajoute, selon lui, un autre. Et il s'agit bien des choses qui composent, par exemple, le ciel. Quand on a du ciel qui est clair, tu ne vois pas des brouillards, c'est ça l'éther, il disait. Et cet éther constitue la matière dont les dieux sont fabriqués. Votre âme il y en avait qui disaient ça, il y en avait qui avaient une autre idée, mais votre âme est fabriquée par l'éther. L'éther, c'est formidable. La matière, cette matière qui est composée des 4 éléments fondamentaux, qui ont les mélanges, ça donne tout ce qu'on voit là. Ils ont tout d'abord une nature continue et le fait qu'ils sont capables de s'échanger, c'est dû à leur propriété. Oubliez cette histoire de l'atomisme là, et les scientifiques modernes. Là. Non, mais il faut revenir un peu à la vieille tradition. Voyons. Et sur quoi est-ce qu'ils se basent? Comment ça se fait qu'eux, ils disent pour que les changements arrivent avec ces petites... C'est ça que les atomistes disaient. Pour que les changements arrivent, il doit y avoir du mouvement. Pour avoir du mouvement, il faut y avoir de place. Pour avoir de place, ça prend du vide. Il dit, ça prend du vide. Hein? OK. On a eu des débats sur la question du vide. Il dit, bon, mettons qu'on a du verre à moitié plein, l'une à moitié plein avec du sable, l'autre avec de l'eau. C'est un expériment suggéré par notre ami Michel pour illustrer un peu ce que ça veut dire. Bon, si on met de l'eau dans le sable, de quoi ça va avoir l'air s'il y a ou non de vide dans la matière? Est-ce que, parce qu'on a deux moitiés de verre, est-ce que ça va être plein ou pas tout à fait plein? Alors, on pose la question à Démocrite. Démocrite dit, ça va avoir l'air de ça, parce que dans le sable, il y a du vide. OK. Ça veut dire que dans la matière, il y a du vide, mon Démocrite. OK. Et toi, Aristote, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est un dialogue, il n'y a jamais eu ce dialogue, parce qu'il vivait dans des temps différents. Ça va avoir l'air de ça, parce qu'il n'y a pas de vide dans la matière. Qui a eu raison? Démocrite ou Aristote? Qui a raison? Si on met dans une moitié de verre, si on met de l'eau, est-ce que c'est Démocrite qui a raison ou c'est Aristote? C'est Démocrite. Alors, Aristote, tu vois, depuis le début, tu n'as pas raison. Mais Aristote dit, je n'ai pas fini avec toi. Tu dis que dans la matière, il y a du vide. Intéressant. Alors, on prend une moitié de verre d'eau, là. Tu dis qu'ici, il y a du vide là, dans l'eau. Là. Alors, on va aller faire une expérience. Es-tu d'accord, mon Démocrite? Oh, oui, toujours. Alors, on a Démocrite, on a Aristote. Est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a du vide dans l'eau? Oups. Là, Démocrite commence à chauffer. Là. Comment est-ce qu'il va démontrer ça? Bon, on prend deux moitiés de verre. Là. On va faire la même chose. Alors, on pose la question. Démocrite, de quoi ça va avoir l'air ton verre d'eau à la fin? De ça ou de ça? Vous comprenez? S'il y a du vide, c'est le même principe avec du sable. Tu les mélanges, il faut y avoir quand même, il faut qu'ils s'entassent. À la fin, là, tu ne peux pas avoir la même quantité selon la conception de Démocrite. Démocrite vient de se faire battre avec ses propres arguments sur le sable, parce qu'on a assimilé un peu la matière avec le sable. Est-ce qu'on peut comprimer l'eau pour démontrer qu'il y a du vide à l'intérieur? C'est incompréhensible. Donc, tu ne peux pas démontrer qu'il y a du vide dans l'eau avec les moyens qu'on avait à cette date. Mais là, on sait présentement que l'atome a l'air d'un système planétaire où il y a énormément d'espace. Mais Démocrite, il n'était pas capable de démontrer ça. Même s'il avait la bonne théorie. Parce qu'il n'était pas capable de démontrer, parce que la nature n'a pas de bon sens. Tellement il y a des choses qu'on ne comprend pas à un moment donné. Là, il a perdu la joute.
Sur la question du vide dans la matière, il n'avait pas de réponse. Il n'avait pas de réponse non plus en ce qui concerne son affirmation. Pour avoir des changements dans la matière composée d'atomes, il faut avoir du mouvement, parce que c'est comme ça que par des interactions aléatoires que toutes se forment. Il dit, ça bouge, hein? Oui. Selon quelle loi ça bouge tes affaires? Dites-nous, là. Parce que nous, on sait très bien que la matière subit des lois du mouvement. Si tu as de mouvement à ne plus finir dans la matière, là, montrez-nous ces lois. Là, on a aujourd'hui les lois, la mécanique quantique, mais la mécanique quantique, là, c'était pas le jour de Démocrite. Vous comprenez ce que je dis? Il n'avait pas de moyens à expliquer pour quelle raison sa théorie, qu'on sait aujourd'hui que c'est vrai, était vraie à ce moment-là. Alors, la matière est plutôt un repos, mon Démocrite. Ça ne bouge pas trop. Là. Si tu le laisses, tu ne le bouges pas. Là. Si ce n'est pas la gravité qui le fait bouger, là, à un moment donné, ça tombe. Okay? Ça finit. Là. Donc, tu dis que ça bouge tout le temps. Mais ça ne bouge pas tout le temps. Alors, il y avait autre chose que Démocrite disait là, qui n'avait aucun bon sens. Alors, imaginez, vous avez le Panthéon sur la colline là, et vous dites que les dieux sont faits d'atomes et qu'il ne faut pas craindre les dieux. Là. Voyons donc, tu ne fais pas ça. C'est de l'impiété. Alors, non, on ne veut pas trop avoir à faire avec des philosophes qui ont de telles attitudes envers les divinités. Alors, dans le fond, Démocrite, avec son épicurianisme, qu'est-ce qu'il... l'épicurianisme. Épicure, il a vécu un peu plus tard. Mais le début de l'épicurianisme commence avec Démocrite, qui, dans le fond, propose une gestion des plaisirs. On ne rentre pas dans les détails sur les cours de philo. Vous pouvez écouter sur YouTube des très bons exposés. Moi, j'ai pris le temps parce que ça m'a intéressé comment Démocrite voyait la vie, là, une gestion des plaisirs. Tout d'abord, il ne faut pas aller de cette manière avec la divinité. La divinité, saviez-vous, le mot théoria, vient de théos, qui veut dire Dieu. Théoria veut dire la contemplation que Dieu fait sur lui-même, ou la contemplation de nous par rapport à la divinité. Il faut contempler tout ça. Car c'est beau. C'est beau ce qu'on voit, c'est formidable. Comment tu dis qu'il ne faut pas craindre les dieux? Ben, tu ne crains pas, au moins contemple ce qu'ils nous ont fait. Puis en plus, il faut vivre en harmonie. Puis tu sais quoi, Démocrite, avec ta gang de vauriens, avec ton attitude sceptique, nous on veut quelque chose qui est vraiment... Il faut que la philosophie a quelque chose qui a de l'allure. Ça prend un peu une petite gang là, entre nous autres, un peu d'élitisme quand même. L'autre disait, c'est pour tout le monde. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est la gauche et la droite de la pensée de toutes sortes. C'est la gang qui disent, on s'en fout des dieux, il faut avoir quand même un bon équilibre dans la vie, je veux gestionner les plaisirs, mais c'est tout, mon homme. Parce qu'après ça, tu t'es défait à un petit morceau, puis c'est tout. Puis, regarde, on est tous pareils, il ne faut pas faire la bouche fine avec le copain d'à côté, c'est correct. Puis, dans la vie, là, on nous balance des affaires, regarde. Mais nous, on ne veut pas ça, nous autres. Parce que nous, on est fins. On est philosophes. On n'est pas comme les gars qui vendent du poisson. Là, on est quelqu'un. Fait que, de tous les points de vue, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la gauche et la droite. Mais si on fait un petit recul, puis on les regarde aller, ils sont tous dans le champ. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. L'aristotélisme venait dans le même paquet avec le géocentrisme. Ça, c'est un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Géo, ça veut dire terre. Centrisme, ça veut dire que Géa, la terre, est dans le milieu. Et tout le reste tourne autour. Comment ça? Ben, regarde un peu le ciel. Tout tourne. Hein? OK. Mais Aristarque de Samos, parce que je vais vous expliquer pour quelle raison il fait cette affirmation. Le soleil est plutôt dans le centre de l'univers. Parce que lui, ce qu'il a fait, il a regardé un peu les étoiles dites errantes.
il ne savait pas que ça s'appelle des planètes. Il dit, mais ce sont des étoiles qui... Tout le monde savait qu'il y a des étoiles qui sont fixes, qui sont en arrière, ils ne bougent pas. Il y a des étoiles qui bougent, qu'on les appelle les reins, des vagabonds. Puis lui, il a regardé, puis il trouvait que ça n'avait pas de sens, parce que si tu regardais d'un jour à un autre, ça faisait des petits pirouettes. Regarde, ça ne marche pas. Là. Si ça tourne tous en cercle, comme l'Aristotéles dit, il faut qu'il y ait une autre explication pour. Alors lui, il dit, non, c'est plutôt, parce qu'on a du recul apparent des astres errants, c'est plutôt le Soleil qui est en milieu. Nous, on tourne autour de nous-mêmes, puis on fait un tour du Soleil, et c'est à cause de ça qu'on voit cette affaire qui n'a pas de sens, là, qui tourne de manière un peu chaotique sur le ciel. Là. Ça explique mieux du point de vue mathématique, en tout cas. Ah oui, ils ont dit, les aristotélistes, ils ont dit, ah oui, c'est ça. OK, bon, alors expliquez-nous une chose. Tu as un toupie, okay? Un tourniquet. Hein? Mettons que tu as un plus gros, et tu mets de la poussière sur la partie supérieure, et tu tournes ça. Qu'est-ce qui se passe avec ta poussière? Elle fait quoi? Elle reste là, et ça va partout. Et là, on force là-dedans. Là. Si notre Terre tourne, qui penses-tu qui va nous arriver? Ça tourne, hein? Comment ça se fait que nous, on reste dedans? Explique-nous. Pour quelle raison? Il n'y avait pas mon Newton pour lui expliquer. Alors, bon, ça c'est une chose. Autre chose, bon, on lance des affaires. Mettons qu'on lance une pierre. Ça tombe directement là où on l'a lancée. Pour quelle raison? Parce que si tu la lances, là, la Terre bouge, il faut que ça tombe un peu ailleurs. Hein? Non, mais ce n'est pas ça qui arrive. En plus, tu lances une catapulte, tu le lances dans le sens du mouvement de la Terre, il faut qu'elle suive d'une manière ou d'une autre. Et quand tu la lances dans le sens contraire, il faut que ça tombe plus loin que de l'autre côté. Vous comprenez le principe? Alors, pour quelle raison ce n'est pas le cas? Pour quelle raison les oiseaux, quand ils s'envolent, ben, il n'y a pas de problème, ils s'en vont là, puis il ne faut pas qu'ils parcourent des distances qui sont soustraites à un mouvement de la Terre. Fait que ça ne marche pas. Puis en plus, imagine, tu as une Terre qui tourne et l'air qui tente de rester sur place. Imagine quel genre de vent tu vas en avoir. Ça ne marche pas ton affaire. Puis en plus, ça c'est un autre gros mot. Pour quelle raison? Et je vous invite à faire un petit test pour comprendre c'est quoi la parallaxe. Okay? Bon, on a le doigt devant nous autres. Faisez ça. On ferme un œil. Après ça, on fait le switch. Vous allez voir que ça switch de bord. Okay? C'est ça la parallaxe. Un doigt, il dit, parce que tu dis que la Terre tourne autour du Soleil, ça veut dire qu'à la moitié de l'année, elle se trouve d'un côté du Soleil et dans l'autre moitié de l'année, elle fait un demi-tour et elle se trouve de l'autre côté. Alors on regarde l'étoile du Nord, puis on devrait voir, si tu as raison, on devait voir une différence dans 6 semaines. Pas gros, là, tu sais, une différence, une petite différence, mais on ne le voit pas. Puis le pire, c'est que pendant le temps de Galilée, on ne le voyait pas non plus, même avec les lunettes. Ça prend des gros télescopes pour le voir, en effet. Aristote, il a essayé de dire que c'est peut-être parce que c'est trop loin, là, mais tu dis, ben, regarde, combien loin? Ils ont fait des calculs, là, puis ça donnait des choses qui n'ont aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, tes mesures. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui n'a aucun bon sens. Et puis ça, là, c'était le pire. C'était la masse qui est tombée directement dans la tête d'Aristote. Parce que du Soleil, c'est quoi? C'est une affaire qui bouge, là, ça veut dire qu'il n'est pas fixe. Là. Et lui, tu veux qu'il soit fixe dans le centre de l'univers. Aristote, tu as fumé quelque chose. Puis en plus, le feu, c'est quoi? C'est-tu l'or, ça? L'or, là? Non? C'est léger, c'est du feu. C'est du feu, comment veux-tu? C'est combien grand ton soleil? Pauvre Aristote, il a fait des calculs. La méthode était impeccable. Sauf qu'il n'avait pas les bonnes mesures. Ça lui donnait juste 6 fois plus le diamètre, je pense que de la Terre ou de la Lune, je ne sais pas. Je pense que c'est de la Terre. En tout cas, mais c'est fort, ça ne fait pas gros. Même si c'est de la Terre, ce n'est pas gros, ça. Tu veux que quelque chose de léger tient autour de lui. Une affaire aussi lourde que la Terre. La Terre, est-ce que tu t'imagines?
Ça ne marche pas, là. Bon, alors, on a ce monsieur qui est un super génie de la science. Parce que lui, il a trouvé un mécanisme qui expliquait le recul apparent des astres errants. Puis il a trouvé une affaire compliquée, sophistiquée, avec des épicycles qui tournent ici. Et on a un écart, ça veut dire qu'on a un déplacement du centre des rotations autour de la Terre. Puis savez-vous quoi? Ça expliquait presque parfaitement ce qu'on voyait sur le ciel. On avait une explication de la théorie qui rejoignait la réalité. On était capable de faire des prédictions. C'est la science. C'est la vraie science. Et voilà. Là, on a une explication. Sur toute la ligne, on est imbattable. Et tu viens avec quoi? Avec le fait que le Soleil est le centre de l'univers et qu'on a un recul apparent de l'astre. Merci, on a tout réglé. C'est la science. Bonjour. Alors, c'est ça. L'héliocentrisme, tout comme l'atomisme, knockout. Mais l'aristotélisme vient dans le même package avec la théorie des sphères célestes que le papa Platon d'Aristote proposait. Il disait le monde sublunaire est imparfait. C'est quoi ça, sublunaire? C'est qu'on a la Lune qui se trouve en dessous de la Lune, c'est sublunaire. Ça veut dire nous autres. Mais tu ne peux pas dire ça? Non, parce qu'on est des philosophes. OK. Le monde de la Lune et d'au-delà est parfait. Ça veut dire que les trajectoires, les formes sont parfaites. C'est ça. C'est ce qu'on... Pourquoi? Parce que c'est fait de l'éther, qui est l'essence même de l'âme. Oh, j'ai envie de pleurer. Et des dieux. Alors, c'est pour ces raisons, ça doit être quelque chose de parfait. Puis en plus, les corps célestes tournent tous autour de la Terre. C'est ça la théorie des sphères célestes. Alors, je pense que c'est le moment de nous poser une question. Est-il possible d'avoir une théorie scientifique formidablement géniale, qui de tous les points de vue rejoint la réalité, l'explication, c'est imbattable, qui surclasse sa théorie concurrente de tous les points de vue, et pourtant, cette théorie super géniale soit fausse. Pendant que la théorie knockout est bonne, est-ce que ça se peut que l'atomisme et l'héliocentrisme soient bons même si on n'a pas de réponses scientifiques? Ça se peut-tu qu'on a des géocentrisme qui est imbattable et pourtant qui soit faux? Oui. Il est possible d'avoir une belle théorie. Et je vous rappelle probablement, vous vous rappelez, pendant des centaines d'années, on avait la théorie, la théorie de la gravitation de Newton, qui, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une description, mais il expliquait rien. Et pourtant, on s'est rendu compte que pour des choses très, très petites ou des choses énormément grandes, cette théorie ne fonctionne pas. Donc, il est possible d'avoir de belles théories qui, dans le fond, ils n'expliquent pas grand-chose en même temps. C'est ça la science. Et c'est pour ces raisons que la science est l'explication la plus logique, okay, de ce qu'on peut trouver concernant la nature, et non pas la prétention que cette explication est une vérité absolue et d'autant plus éternelle. La science est quelque chose qu'on fait tout le temps. Si vous voulez, dans le monde de la construction, ce sont des échafaudages, ce n'est pas la construction. La construction est toujours en train de se faire, et la science, c'est tout ce qui se trouve autour, en essayant de trouver comment ça fonctionne, ce mécanisme formidable qui est notre univers. Mais si jamais on vous vend cette idée que la science est la vérité ultime, que devant elle, c'est comme on est devant la révélation suprême, il faut tomber à terre, mais là, c'est parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la science. Et ce que les scientifiques disent d'eux-mêmes, les vrais scientifiques, pas ceux qui font la propagande, c'est sûr. Alors, parce qu'on a cette conception, la science se réserve le droit de se tromper. Ils ont le droit de se tromper. Chaque fois qu'ils se trompent, est-ce qu'on le sort dehors on dit, gars, on n'a plus besoin de vous autres? Non, c'est correct.
C'est la science. Non, c'est trop. C'est en vérité que ce qu'on a aujourd'hui très sérieux dans la science, on va s'amuser demain. De la même manière qu'on s'amuse peut-être aujourd'hui avec le fait que, voyons donc, les gens croyaient que la Terre est au centre du monde. Les gens croyaient que le monde est fabriqué par des éléments qui sont continus. C'est amusant. Pourtant, c'était sérieux. On n'avait pas de contre-arguments contre ça. C'était la science. Et les gens d'aujourd'hui disent on commet un anachronisme. Ça, c'est un gros mot. Ça veut dire on juge des choses qui existaient avant avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'a pas le droit. Normalement, il faut juger la science du temps d'Aristote avec les connaissances de l'Aristote, ses capacités. Ça veut dire qu'on n'avance pas plus loin que nos méthodes, nos instruments d'investigation. On ne peut pas y avancer sans ça. Fait que, pour cette raison, la science, on dit, un gros mot, elle est contingente. Ça veut dire qu'elle a peut-être raison, mais elle peut se tromper. Et de cette manière, on se retrouve avec une hégémonie de l'Aristote pendant plus de 2 millénaires. Il faut le faire, même. Le gars, là, il était bâti fort. Il est juste là, à côté de papa Platon. C'est comme ça qu'on s'est ramassé avec Aristote pendant presque 2000 ans, qui nous a amené de belles méthodes scientifiques, mais il nous a amené de la junk pareil. Dans le monde chrétien, parce que c'est ce qui nous intéresse, comment le monde occidental s'est fait de ramasser avec toutes ces choses. C'est grâce à des travaux comme Jean Philippon, qui, lui, il aimait les écrits. Il faisait des traductions, il faisait la pub de toutes sortes de choses qui existent dans le monde philosophique, dans le monde des idées, dans le monde scientifique, si vous voulez. Et ce monsieur, qui était un sénateur qui a mal fini. Pauvre lui, là, il était sénateur d'un roi qui, malgré le fait qu'il était chrétien, il était d'une autre dénomination, il était un arien. Lui, il était chrétien catholique. Il a mal fini. Mais lui aussi, il aimait beaucoup Aristote. Puis, après plus que 600 ans, là, on oublie Aristote, on ne s'intéresse plus de cette affaire. On tombe dans une espèce de mysticisme, dans une espèce de récents... on ne veut plus savoir de rien, de la science. Puis c'est grâce au travail qui s'est fait dans le monde musulman qu'on redécouvre pour de vrai Aristote. C'est ce monsieur qui a l'air d'un penseur. Là. Il était dans l'Espagne. C'est là qu'il a vécu une certaine partie. Là. Après ça, il a déménagé dans une université au Maroc, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il était bien connu. Et ses travaux vont attirer l'attention de quelqu'un qu'on connaît peut-être, Thomas d'Aquin. Ce monsieur, il a eu tout un parcours. Tout d'abord, sa famille est richissime. Il ne voulait pas qu'il devienne un moine. Là. Surtout d'un ordre qui venait de se faire. Les dominicains, là, ça n'avait pas de sens. Mais tu peux au moins faire autre chose, là, devenir prêtre, évêque, moine. Là. Et pourtant, lui, il était passionné pour ça. Alors, il n'y avait pas de chose. Il s'est enfui parce qu'ils l'ont enfermé chez lui. En tout cas, longue histoire courte, il devient le docteur, pas de l'Église, mais des anges. Tenez-vous, attachez-vous dessus. Il est le docteur des anges. Il apprend aux anges comment ça marche. Hein? Alors, c'est lui qui a attrapé la bibite, l'aristotélisme. Là. Il a dit, ça a plus de sens. Regarde, c'est cohérent avec le christianisme. Ça a plus de sens. Ça nous donne enfin un statut où on devient académique, nous autres. Jusqu'à date, on apprenait juste des choses en latin. Là, puis là, ça prend plus. Là. Les Grecs là, sont formidables. Alors, le christianisme commence à aimer l'aristotélisme. C'est comme ça qu'on se ramassait. Il faut dire, là, on ne voyait pas d'un bon œil l'aristotélisme dans le monde chrétien. Là. On a commencé à chialer le gars. Qu'est-ce que tu fais? Il nous amène cette chose des païens. Là. Nous, on est des chrétiens, ça se peut-tu? Alors, finalement,
les gens ont dit, peut-être il a raison. Ça a énormément de bon sens, ce qu'Aristote dit finalement. Alors, avec Aristote, on a le modèle géocentrique et on a aussi la théorie des 4 éléments, plus les termes, mais ça c'est autre chose. Mais l'héliocentrisme, il va faire quand même son petit bonhomme de chemin, là, parce qu'Aristarque, il a fait des affirmations qui seront reprises par quelqu'un que peut-être on connaît. Oui, Archimède, ça vous dit quelque chose, là, avec ces lois-là? Ça, c'est vraiment un physicien et big. C'est vraiment gros, le gars. Alors lui, en expliquant comment on remplit de sable, et ça prend combien de sable pour remplir l'univers, il prend en discussion aussi une autre hypothèse, parce que c'était une hypothèse émise par un certain Aristarque de Samos. Alors, tout d'abord, ces hypothèses des étoiles fixes, là, pour ça prend plusieurs fois plus grand que l'univers qu'on voit aujourd'hui. Là, parce que selon les calculs, c'est plus grand. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? C'est ici qu'on connaît un peu Aristarque dans ses écrits, parce qu'Aristarque, malheureusement, ses écrits ne survivront pas. Alors, on connaît, grâce à Archimède, un peu qu'est-ce qu'Aristarque disait. On dit, on n'a pas la preuve, mais on a des preuves indirectes que ce monsieur, Séleucos, qui vivait dans un endroit qu'on appelait la Séleucie, qui se trouve un peu où se trouve l'Irak d'aujourd'hui, avec Bagdad, ainsi de suite, ils étaient tous des Grecs là-bas, ils parlaient de grec. Fait que lui, semble-t-il qu'il aurait réussi, grâce à des méthodes trigonométriques, à l'intuition que les orbites sont elliptiques, de faire la démonstration mathématique du modèle héliocentrique. Malheureusement, ces écrits n'ont pas trop intéressé le monde, fait qu'on n'a plus que des vagues mentions ici et là de lui. Et ce monsieur, un Polonais, Nicolae Copernic, on l'appelle, comme moi je dis, au lieu de me dire capitaine, on me dit capitaine, parce que c'est plus facile. Lui, on dit de lui Nicolas Copernic. Et Nicolae Copernicto, dans son ouvrage original, lui, il va citer plusieurs astronomes, non, philosophes, qui pensaient que la Terre bouge, elle n'est pas fixe. Alors, il mentionne Philolaus qu'on a vu tout à l'heure, c'est le chrétien. Ça, c'est pour donner plus de crédibilité. Le problème, c'est que dans le manuscrit original, il va mentionner Aristarque, mais il va se débarrasser de ça quand il va faire la publication. Pourquoi? Tu peux pas mettre Aristarque à côté des Philolaus. Là. Non, là, ça, il y a des limites. Hein? Puis, il dit, de même avis sont Nicétus, qui est cité par Cicéron, et Plutarque aussi. Tout le monde, tous ces bons mondes là, croyaient que la Terre bouge. Alors, vous voyez, si moi j'émets une hypothèse, je ne le fais pas parce que je suis smart, là, c'est parce qu'il y a d'autres avant moi qui ont pensé la même chose. Alors, voilà le modèle géocentrique, héliocentrique, je m'excuse, qui n'avait aucun bon sens. Si, regarde, tout bouge autour de nous autres. Ça ne bouge pas, là. Puis en plus, semble-t-il qu'il y a des textes dans la Bible qui penchent plutôt vers ça, que la Terre est fixe, mais ça ne nous dit jamais que la Terre est au centre de l'univers. Mais elle est fixe. Alors, si elle est fixe, qu'est-ce que tu en penses? Puis on prend des choses qui existent dans la Bible pour conforter notre conception. Est-ce que, avec un peu le modèle Big Bang, ce qu'on fait aujourd'hui, hein? Est-ce qu'on prend des choses qui sont contingentes, qui sont dans le domaine, peut-être on va les oublier, on va rire d'elles, pour conforter des choses qui existent dans la Bible? Je pense qu'on risque de commettre la même erreur. Mais j'ai divague. Alors, Galileo Galilei, lui, c'était le scientifique, c'était la catégorie lourde. Okay? Dans le monde scientifique, là, si on a aujourd'hui une vraie science, c'est ce monsieur qui nous a mis des bonnes bases de la science.
il reçoit le mandat de questionner la théorie, non, l'hypothèse, je m'excuse, de Nicolae Copernicito. Alors, lui, comme tout catholique, bon catholique, là, il regarde ces genres de trucs. Là. Yeah, c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de choses? Mais les choses bougent vite dans le monde de Galilée. On disait, bon, c'est parce que, pour quelle raison il regardait ça comme ça? Parce que les chrétiens aimaient Aristote. Et Aristote disait, la Terre est au milieu de tout. Puis, on a aussi la théorie des sphères célestes de Platon qui dit, notre monde est imparfait, pour ne pas dire le gros mot, sublunaire. Et le monde qui est au-delà de la Lune, là, qui est plus loin, là, elle est parfaite. En plus, tous les corps tournent autour de la Terre. Ah oui, dit Galilée, on va voir ça. Faut que je vous explique c'est quoi ce truc qui est devant ses yeux. C'est un monsieur, un Hollandais, qui invente un truc qui avait l'air intéressant, surtout pour ses applications navales. Hein? Parce qu'avec ce genre de choses, tu vois bien quel genre de navires se rapprochent de toi. Sont-ils des pirates? Sont-ils des ennemis? Sont-ils la marchandise qu'on attend depuis longtemps, là, que ça traîne? Là? Alors, c'était une bonne chose. Avec ça, lui, il a obtenu un poste. Oui, il a donné ça en cadeau à un grand doge, je ne sais pas quoi, là. Puis on lui a conféré tout de suite un poste formidable dans l'université. Mais parce qu'il était scientifique, ça ne l'intéressait pas de regarder les bateaux. Pas la voisine, pas de ce qu'ils font les gars qui se bagarrent là-bas. Non. Ce qu'il a fait comme un vrai scientifique, c'est de regarder la Lune. La Lune qui était censée d'être parfaite, regarde ce qu'il voit. Mais non, Aristote, tu te trompes vachement. Les corps célestes ne sont pas parfaits, ils sont pires que la Terre, regarde. Puis, parce que les peintres utilisaient un truc qu'on appelle camera obscura, la chambre obscure. C'est un trou qui laisse passer la lumière dans une chambre bien fermée, tu ne vois plus rien, que l'image qui se projette. Il faut juste avoir la bonne distance, mais bon. Et après ça, tu veux des beaux tableaux. Sans te casser trop la tête pour avoir les bons proportions, ça te projette. Il faut juste suivre les contours. C'est smart, hein? Mais lui, parce qu'il est scientifique, et comme tout scientifique un peu fou, il va retourner ça, voir le soleil. Qu'est-ce qu'il voit là-dedans? Attends un peu, le soleil, là, ça a l'air bien, là, mais quand tu regardes avec ce genre de choses, tu vois des choses comme ça. Ah, le soleil n'est pas parfait. Mais Aristote, tu te trompes encore une fois, puis c'est le papa soleil, pas n'importe qui. Puis il regarde avec sa lunette pour voir le Jupiter. Il voit des affaires qui bougent là-dedans, qui bougent autour de lui. Ben là, il prend le temps là, pour être sûr. Puis il voit 4 satellites qui dansent. Aristote, tu te trompes à nouveau. Ce n'est pas toutes les choses qui tournent autour de la Terre. Alors peut-être que le modèle de Copernic n'est pas si faux que ça. Hein? Pourquoi pas? Puis là, il prend ce genre de truc, même si on l'invertit bien. Parce que le modèle héliocentrique commence à faire des adeptes à l'intérieur de l'Église. On parle des cardinaux qui commençaient à s'intéresser avec ces idées. On ne faisait pas trop de vagues, on discutait comme entre les amis, mais ça avait l'air chic. Puis, on dit qu'on a conseillé Galilée de ne pas s'avancer à publier quoi que ce soit sans le consentement du pape. Mais lui, parce qu'il est Galilée, Galilée, la vedette, il dit, on s'en fout un peu de la pape. Oui, ici, on fait de la science. Et là, il publie un ouvrage qui va directement à l'encontre des discussions académiques, là, puis on lui passe un savon, là, pas à peu près. Vraiment, là, il est obligé de se rétracter, de maudire. Écoute, ça a été terrible pour lui. Qu'est-ce qu'il réfutait dans le fond? On dit, bon, pour avoir professé et cru ici en bas, que le soleil est le centre du monde, et sans mouvement, il ne bouge pas,
et que la Terre n'est pas le centre, mais elle bouge, elle bouge. Hein? Bon, j'abjure et maudit d'un corps sincère et d'une foi non freinte mes erreurs. Je ne sais pas d'une foi sincère, d'un concert sincère, mais il a maudit parce qu'il n'avait pas de choix. Il fallait vivre. Hein. Il n'était pas protestant, lui. Ils étaient des côtés des bons, pas des méchants. Il y avait ces méchants protestants là, qui disaient « Tu avais raison, mon Galilée ». Puis lui, il disait « Là, c'est pas un protestant qu'il faut qu'il me défende. Là. » Non. Et pourtant, Kepler, qui était au début dans l'ombre de quelqu'un d'autre, okay? C'était quelqu'un d'autre qui était avant lui, qui était encore était catholique aussi. Ça, c'est une bonne chose pour être scientifique. Hein? Puis Kepler, après la mort de ce scientifique, Tycho Brahe, mais non, ce n'est pas ça important, là, Kepler prend la charge de l'astronome royal, puis il fait la démonstration mathématique de plusieurs choses dans le modèle héliocentrique. On était au début, là. Hein? Il faut prendre ça à la moitié. Mais quand même, il a énoncé 3 lois qu'on les utilise encore. Les lois de Kepler, là, on ne fait pas trop d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendez-vous sur Wikipédia, ça va vous donner vite qu'est-ce que ça veut dire. Et ces 3 lois vont servir à nul autre que Sir Isaac Newton, qui va énoncer la loi universelle de la gravitation, qui est la base de la science qu'on fait. Puis même encore aujourd'hui, on a encore de l'application. C'est sûr, ça c'est une petite parenthèse. Beaucoup plus tard, on va émettre une théorie, et ce monsieur, Emanuel Swedenborg, qui était un Suédois, qui va avoir une idée. Il a dit, mais si on avait au début une énorme chose de gaz qui va se refroidir, et parce qu'il refroidit, il collapse sur lui-même, il va former une espèce de champ gravitationnel, puis autour de ça, c'est encore de la matière, puis cette matière, parce que c'est encore chaud, mais pas tout à fait chaud, mais ils vont former des planètes, puis parce que c'est chaud à l'intérieur, ça va faire le soleil. Hein? Ça a du sens. Hein? Sauf que Maxwell, plus tard, il va dire, non, ça ne marche pas, cette histoire, il faut reformuler tout. Mais pourtant, ça a donné l'occasion à M. Pierre Simon, qui était un opportuniste politique à ne plus finir, mais un brillant scientifique, marquis de Laplace, qui va écrire un bouquin que Napoléon va quand même apprécier, mais il lui pose, semble-t-il, une question. Ça, c'est une anecdote, on ne sait pas si c'est vraiment passé. Mais selon l'histoire, on lui pose la question, mais dans tout le bouquin, je trouve nulle part la mention de Dieu, auquel Laplace dit, si je n'avais pas besoin de cette hypothèse. C'est juste pour vous donner un aperçu de la distance que le monde où Laplace vivait, l'illuminisme, qui depuis un certain temps a fait son chemin, là, qui a conduit jusqu'à la Révolution française, jusqu'à l'instauration du culte de la raison dans la première République française. C'était ça l'atmosphère. On n'a pas besoin de cette hypothèse. Hein? Alors, l'atomisme veut dire changement dans la matière dû à des combinaisons infinies. On a vu qu'elle a reçu un grand coup qui l'a mis hors du monde académique. On a l'aristotélisme avec cette théorie des 4 éléments, mais on commence à dire ça n'a pas de sens. Regarde, ça n'a pas de sens. Ce monsieur qui était un médecin, il aimait l'alchimie. Alors il va commencer à faire des études pour dire non, ça ne fonctionne pas cette théorie. C'est sûr que la réfutation ne tient pas tout à fait. C'est dans des scotch tape, là, hein, les explications. Mais c'est un commencement. Et ce commencement va faire la promotion de l'athéisme, qui va attirer l'attention à ce monsieur, qui va dire, mais d'où est-ce que ça vient? Alors, ce monsieur, il était connu pour avoir promu, défendu bec et ongle les thèses de Galilée, et il va faire, parce qu'il a découvert d'où est-ce que ça vient, les idées atomistes, là, il va redécouvrir la philosophie d'Épicure, l'épicurianisme avec Démocrite,
avec Lucrèce, il va tomber à genoux. Il va faire, du point de vue de la philosophie, la promotion de l'atomisme, qui à ce moment-là avait plus de sens que les essais. Ça nous prend encore quelques dizaines d'années, une centaine, presque 200 ans, pour que ce monsieur, John Dalton, un anglophone, nous arrive avec une vraie théorie atomique. Alors, les atomes sont composés d'une seule et unique type, selon Dalton. Ils sont immuables. Ça veut dire, là tu ne peux pas les détruire. Okay? Ça veut dire qu'ils sont pérennes, ils sont éternels, quoi. Ils peuvent se combiner en structures plus complexes en suivant 3 lois. Alors, il cite Lavoisier, il cite Proust, puis lui, il tire une conclusion à la fin. OK? Bon, on a une conservation de la masse comme loi, on a des proportions qui restent bien définies, là, tout le temps, là, ça ne bouge pas, puis on a des proportions multiples, eux aussi restent définies. On ne rentre pas dans des détails. Il y en a qui se souviennent plus que nous autres, hein, Michel? Bon, alors, pour quelle raison l'aristotélisme était vraiment cher pour le monde chrétien? Voyez-vous ce qui se passe ici, là? Parce qu'on avait une querelle à ne plus finir avec les protestants. Les protestants disaient, d'où sortez-vous cette sottise? Qu'est-ce que le pain et le vin qu'on donne, ça devient le corps de Christ? C'est ça le gros mot transubstantiation. D'où sortez-vous ça? Êtes-vous des sorciers? Mais non, disaient eux autres, c'est scientifique. Pourquoi? Parce que la matière a elle-même un potentiel, a elle-même du changement. C'est scientifique. Et par la grâce, nous opérons ce changement. On n'est pas des sorciers. C'est pas sorcier. Mais vu que là, on a une vraie théorie atomique, là, c'est l'envers qui arrive. Ça tombe. Et les protestants avaient raison. Alors, on passe dans un autre registre, on se rapproche de notre temps à nous. Ce monsieur, Jean-Baptiste de Lamarck, il regarde les affirmations d'Aristote sur le monde naturel, il trouve des choses que ça semble qu'ils ont du sens. Pourquoi? Parce que, comme Jean-Robert nous explique dans plusieurs de ses conférences, 2 conférences, dans une flaque d'eau, elle n'était pas là. Il n'y avait pas de vie. Là, il y a de l'eau à cause de la pluie. Après une certaine période, tu as de la vie dedans. D'où est-ce que cette vie venait? Parce qu'il n'y avait rien avant. Ça se peut-tu que c'est parce que c'est arrivé de même, là? Ouais. Puis en plus, qu'est-ce que la Bible dit, disaient les chrétiens? Dans la Bible de la Genèse, dit que Dieu a fait en sorte que l'eau donne des créatures. Hein? Puis on faisait la lecture de la Bible avec les lunettes d'Aristote. Alors, cette idée de la génération spontanée donne un courant philosophique plus ample qu'on appelle vitalisme. Il a eu une vie longue, le vitalisme. Puis lui, il disait, bon, un peu ce qu'Aristote disait, là, aux lois qui régissent la matière s'ajoute une autre loi, un autre principe. C'est le principe vital. C'est pour ça qu'on l'appelle vitalisme. Alors, ça explique pour quelle raison on a une génération spontanée. Parce que dans la matière, il y a une autre chose, une force vitale, un principe vital qui s'ajoute et qui fait en sorte que la matière inorganique devient organique. Puis, il y a autre chose. Elle seule fabrique sa substance, cette monde vivante. Et, lui, il dit, vu qu'on a une génération spontanée, des petites choses là, qui arrivent, là, eux autres, ils sont capables de s'adapter sous l'influence du milieu. On voit ça, on peut y dire. Puis, parce qu'on a une adaptation directe, ça veut dire que ce qui existe dans la nature influence le petit monde vivant. Et c'est pour ces raisons qu'on a un dicton qui est resté jusqu'aujourd'hui, qui dit que la fonction crée l'organe. Alors, on a ça. Puis en plus, on a le fait qu'on transmet de manière héréditaire, on ne sait pas comment. Il y en a un moins qui va nous expliquer plus, là. C'est M. Mendel, si je ne me trompe pas, qui va nous donner plus d'explications, mais lui non plus, il ne donne pas trop. Il donne juste une description des lois de l'hérédité. Mais c'est smart, ça. En plus,
Est-ce que ça vous dit quelque chose, le nom de famille? Vaguement? Oui. Erasmus Darwin, c'est le grand-papa de Darwin. Ça veut dire, quand on a des idées un peu à la Lamarck dans la famille de Darwin, là, c'est pas par hasard. Ils étaient pas des copains, on n'a pas de preuves, mais ils étaient pas mal sympathiques l'un ou l'autre. De toute façon, on était au courant des jupons, le grand-papa de Darwin. Charles Lyell, un bon chrétien. Les bons chrétiens, là, ça fait les mauvais coups pour le christianisme. Et vous allez voir pourquoi. Parce que lui, il a lu l'Aristotéline. Là, il n'a pas pris ça d'ailleurs, c'est pas dans sa tête, il a lu ça. Où ça? Ce que papa Aristote disait, il disait tout changement géologique, ça veut dire dans la Terre, est trop lent pour être observé pendant la vie d'un individu. Hein? Alors, on donne l'exemple des lacs secs, des déserts transformés par des rivières. On a l'apparition de l'île suite à l'éruption d'un volcan. Alors, les changements de la surface de la Terre, ça ne se fait pas vite même, là. Ça prend des années. Combien ça prend si on prend en calcul les agents qui opèrent aujourd'hui sur la Terre? Est-ce que c'est long ou c'est court? C'est long. Ça prend énormément de temps. Parce que, n'est-ce pas, notre univers a du bon sens. Tout se passe comme aujourd'hui. Pas ce que les autres disent, là, c'est de la foutaise, là. L'idée de catastrophisme, ça n'a pas de sens. Regardez, tout s'écoule de la même façon. Alors, il y a des énormes laps de temps. Puis en plus, on a les fossiles. Tu vois, le plus bas, tu as des fossiles plus petits, plus mignons. Plus que ça avance, plus que ça devient monstrueux et horrible. À un moment donné, il disparaît. Puis ça donne l'apparition des choses qui ont ça a l'air de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est un peu comme... ça, c'est la stratigraphie dont le maître de cette conférence est Michel. Il nous explique c'est quoi ça, avec quoi c'est qu'on mange. Mais c'est un peu le principe de l'arbre de la famille. Ici, c'est notre photo. Non, c'est la photo de notre papa qui est décédé. OK? En dessous, la page suivante, c'est le grand-papa. En arrière, c'est l'arrière-grand-papa. Et ainsi de suite. Vous comprenez, c'est ça le principe de la stratigraphie. Plus que tu avances, le bas là, plus que c'est vieux. Et ça a plus de sens, ça colle plus avec de temps immémoriaux. Parce que les choses bougent. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on avait avant. C'est le fossile qui nous dit. Alors, vu que c'est loin, vu que ça prend plus de temps, alors, c'est ça. On avait, il y a énormément de temps, on avait des animaux qu'on ne voit pas aujourd'hui. Bon, alors, avec Lamarck et avec grand-papa, il ne faut pas dire à tout le monde, mais c'est grâce à eux. C'est grâce à ces trois. On avait aussi un économiste, c'est Jean-Robert qui nous parle dans sa conférence, un économiste qui va influencer également Charles Darwin, mais principalement pour sa théorie sont ces trois sources. Alors, on a d'énormes laps de temps, on a un registre fossile, on a quelque chose que Darwin trouve que ça a plus de sens par rapport à ce que Lamarck disait, parce qu'on a une sélection naturelle de la même manière que nous faisons la sélection artificielle pour sélecter les meilleures races. Alors, voilà, la nature est capable de faire elle-même ce job. Vu qu'on a des énormes laps de temps, vu qu'on retrouve un autre monde dans le registre fossile, alors, les choses qui arrivent aujourd'hui, c'est grâce à l'évolution. Parce que Lamarck, c'est ça qu'il disait. Alors, l'évolution, c'est à partir d'une seule ou plusieurs ancêtres communs. Lui, on ne regarde pas de détails de même. Mais ça a plus de sens pour lui, ça. Surtout parce que lui, il est abolitionniste. On a un seul ancêtre commun. Comment tu prends tes frères pour faire des esclaves? On ne fait pas ça. Hein? Il y avait un appareil conceptuel qui aidait Darwin à maintenir sur la ligne du bon sens sa théorie.
C'est parce qu'à ce moment-là, l'unité des bases de la vie était là. Bon, on a commencé à voir que c'est une chose gélatineuse qu'on appelait la cellule. Mais c'est quoi ça? C'est de la protoplasme. C'est pas compliqué, ça, vous savez. Une masse gélatineuse simple. On a aussi la génération spontanée. La vie a surgit par hasard de même. On a le vitalisme, ce principe qui anime la matière qui n'est pas, qui est inerte. Bon, il fait des adeptes. Un des adeptes, c'est un monsieur qui vient d'un milieu modeste. Mais ce monsieur-là, était la détermination incarnée. Lui, là, on l'appelait le bulldog de Darwin. Parce que papa Darwin, il avait attrapé une maladie dans les jungles, fait que un bibite qui l'a piqué, fait qu'il avait des symptômes. Aussitôt qu'il y avait quelque chose qui le stressait, il avait des crampes, il avait des symptômes épouvantables, des douleurs de tête. Alors, il ne pouvait pas trop sortir en public à cause de ça. C'était vrai. Alors, Monsieur Huxley, il s'en charge. Puis, ce n'est pas parce que le bulldog mordre dans les débats publics. Non, vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Laissez-moi vous le présenter comme il faut. Lui, il ramasse 10 autres, 8, 9, dont juste une qui n'est pas membre de la Select Society, Royal Society, qui donnait les grandes lignes de la science. Il disait c'est quoi la réalité autorisée, ce qu'on appelle la science. Ici, on retrouve une gamme pas mal nombreuse. Et pourquoi on l'appelle le Club X? C'est X, c'est romain, 10. C'est ça, ils étaient 10. Alors, dans l'agenda, c'est ni plus ni moins que de manière innocente, changer toute la manière dont Royal Society faisait l'affaire. Innocent, c'est comme ça qu'on fait la science, par la politique. Décerner la médaille, cette médaille-là, c'était une exception parmi les exceptions. Ça veut dire que tu as des exceptions, puis au-delà des exceptions, tu as ça. Cette médaille-là, ils ont eu de la misère à ne plus finir à lui décerner. Parce que tu dis, voyons donc, Darwin, il a dit des choses, puis nous, c'est supposé de lui donner cette médaille, puis on n'est pas encore tous d'accord. Voyons donc. Mais ils ont réussi. Pendant le vivant de Darwin. Est-ce que ce périodique, ça veut dire quelque chose? Nature? Non? Dans le monde scientifique d'aujourd'hui, c'est le standard. C'est le plus prestigieux journal dans le monde académique. Si tu as quelque chose publié là-dedans, c'est que tu es dans les livres, mon homme. Vous comprenez? Il est rendu, ce périodique-là, l'étoile du matin. Si vous comprenez l'expression religieuse, l'étoile du matin, l'astre brillant de la science, il est encore là. Alors, sont eux les actionnaires. Ils ont eu un autre journal, mais il a fait faillite. Là, quand ils ont recommencé, là, ils ont fait de la job comme du monde. Et là, c'était impeccable. Il est encore impeccable aujourd'hui, sauf qu'il est orienté pro-Darwin. C'est comme ça qu'on fait la science. Ça prend des moyens de propagande. Bon, alors, M. Huxley, il va s'imposer. Il va se faire imposer avec sa gagne à plusieurs reprises à la tête de Royal Society. C'est comme ça qu'on fait la science. Alors, l'aristotélisme dans la biologie, il a à la base la génération spontanée qui propulse la théorie de la conception philosophique du vitalisme. C'était plus qu'une science, c'était de la philosophie qui postule l'existence d'une force vitale qui s'ajoute aux lois de la matière et qui dit qu'il n'est pas possible de faire de la synthèse d'aucun fluide vital. Ça veut dire tout ce qui est produit par la matière vivante, tu n'es pas capable de les synthétiser à partir des choses inorganiques parce qu'ils sont le produit de quelque chose qu'on appelle la force vitale. Alors, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la matière, c'est autre chose. Alors, tu n'es pas capable de faire ça. Regardez-moi cette tête. Il dit, oui, voyons donc. Ce monsieur-là, c'est un mordu de la chimie. Lui, à la base, il était médecin, mais il était tellement passionné, là, il a lâché ça. Là.
La médecin là, qui s'arrange avec leurs patients, là, moi, je veux faire quelque chose de plus chic. C'est la chimie. Lui, il s'amusait il avait 28 ans. Il s'amusait à faire des expériments avec les cyanures. Les cyanures, c'était quelque chose de nouveau qu'on venait de découvrir dans le monde. Ben, ce n'était pas tout à fait nouveau, mais quand même, c'était le jouet à jouer. Hein? Alors, il prend ça au sérieux. Puis un jour, il va mélanger ça avec de la chlorure d'ammonium. On ne va pas dans des détails, mais c'est juste qu'il s'attendait à avoir autre chose. Puis le produit, tout d'abord, c'est un précipité, une poudre blanche. Deuxième chose, c'est qu'il y avait une odeur, là, mais ça lui disait quelque chose, parce que son papa, il était vétérinaire. Lui aussi, en étudiant la médecine, lui, il appelait des choix de quelque chose. Mais c'était quoi? Il a essayé de voir c'est quoi. C'est l'urée. On a fait à la base de l'urine la synthèse de l'urée, et quelqu'un d'autre avant lui, il a fait la description de l'urée. Dans l'urine, on retrouve de l'urée. Ouais. Lui, il vient de synthétiser ça. Alors, est-ce que c'est vrai ce que les vitalistes disent, là? Qu'il n'est pas possible de faire la synthèse d'un fluide vital? Ben oui, il est tout à fait possible. Et voilà, j'ai fabriqué l'urée. Il avait un copain, Bohr. Monsieur Bohr, là, il était vitaliste. Il lui écrit, tu sais, j'ai le vessie plein. C'était des gars, des scientifiques, mais qui parlaient comme des gamins. Là. J'ai la vessie pleine là, parce que j'ai fabriqué de l'urée. Et j'ai hâte de déverser ça. Bon, ce n'est pas tout à fait dans ces genres de mots, mais l'esprit, c'est ça. Alors, l'aristotélisme biologique vient de recevoir à nouveau une claque directement dans le visage. Bon, on revient. Il disait il n'est pas possible de faire la synthèse d'aucun fluide vital, mais c'est faux. On est capable. Alors, on a la génération spontanée, on a l'apparition des êtres vivants sans ascendant à partir de la matière inanimée. Cette idée qui vient d'Aristote, on l'a encore aujourd'hui sous la forme du modèle de la biogénèse. La biogénèse, c'est un peu ce qu'il disait avant. À partir de la matière non vivante, la vie émerge. C'est la même fichue idée, mais dans d'autres mots, et avec des affaires plus sophistiquées. Alors, au début, la vie émerge spontanément de la matière non vivante. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce qu'on l'a aujourd'hui? Oui. Hein? Alors, à la fin du 19e siècle, on se ramasse avec une vision du monde qui est tout à fait autre que ce qu'on avait avant. Alors, l'univers est une espèce de mécanisme aveugle qui fabrique cette réalité comme un mécanisme et qui n'existe que ce mécanisme, il existe d'éternité. Attendez un peu, s'il existe depuis l'éternité, est-ce qu'il a été créé? Il existe depuis l'éternité, il n'a pas été créé. S'il n'a pas été créé, est-ce qu'il a besoin d'un créateur? Mais voyons donc, ça n'a pas de sens cette question. Vous comprenez? Il existe depuis l'éternité, il n'a pas besoin de créateur, simple. Alors, les lois de la nature sont orientées inexorablement. Ça veut dire, c'est ça la direction. Tout le temps, vers le progrès. On a des choses, des petites, qui deviennent des choses plus compliquées, hein, l'atomisme, qui engendre des affaires qu'on voit aujourd'hui, qui engendrent de la vie. Et nous sommes au but de la chaîne. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui en reste avec les enseignements de quelqu'un qui a enseigné les anges? Il ne reste plus rien. Plus rien. Alors, on a lui, Pasteur, qui lui, là, cette théorie-là, il ne trouve pas tout à fait scientifique. Parce que Wöhler, il venait de décrire des choses, ce n'est pas seulement Wöhler. Il y en avait plusieurs qui ont commencé à synthétiser de la matière organique. Alors, il se pose des sérieuses questions. Il y a un querelle avec un monsieur là, qui vit dans je ne me rappelle plus son nom, là, qui lui, il était de l'autre côté, de l'autre gagne, qui disait non, on a une force vitale qui anime cette vie. Lui, Pasteur, bon, c'est vrai que lui, il était catholique, mais ce n'est pas pour ça qu'il était rentré c'est purement par des choses scientifiques, en tout cas. Puis lui, il initie une expérience qui va démontrer que c'est faux, les affirmations des vitalistes, que la vie n'émerge pas spontanément. Ça n'existe pas
des vies qui apparaissent spontanément. Il y a des petites graines, là, gerbes, là, qu'on appelle, en tout cas, des trucs des biologistes, là, qui existent dans l'air. Et si on est capable de créer une séparation pour pas que l'air rentre, les gerbes ne rentreront pas. Alors, ils ne vont pas coloniser l'eau qui existe là. Parce que si tu laisses cette eau dans une autre forme et l'air rentre et passe librement par là, ils vont coloniser avec des gerbes qui existent déjà dans la nature. Alors, c'est pas vrai. Le vitalisme est à des pieds d'argile. Alors, ça a pris de la pierre qu'on appelle Louis Pasteur pour que l'argile des pieds soit cassée et tout l'édifice, le beau édifice philosophique de vitalisme s'effondre. Alors, l'aristotélisme, dans la biologie, il reçoit une nouvelle claque. Mais il reste encore des affaires, là, parce que des beaux idées, là, on dit pas, comment on dit, là, okay, là que tu ne défais pas une équipe, une belle gagne qui fonctionne. Comment on dit ça, qui fonctionne, là, en tout cas. Tu ne défais pas une équipe qui fonctionne, là, hein? Ça veut dire que si elle fonctionnait pendant longtemps pour justifier la théorie d'évolution, on ne se défait pas tout à fait vite de ça. Alors, on a M. Alexandre Ivanovich Oparin. Tavarish, Alexandre. Bon, en tout cas, c'est une blague. C'est un soviétique, là. Lui, là, pour sa politique à lui, qui était un marxiste, il disait que ça a plus de sens. Ce genre de trucs qui émergent spontanément. Parce que sinon, là, ça prend un agent créateur. Ça sent pas mal le christianisme. On ne veut pas de ça. Okay? Il propose la théorie des conservates. Ce sont les protocellules, des trucs, une espèce de gélatine, là, des affaires de même, puis ça accueille des choses, des molécules qui engendrent la vie. Bon. Je ne suis pas un scientifique, vous voyez. Hein? OK. On fait toutes sortes d'expériments, de propositions, jusqu'à Stanley Miller, là, qui en 1953, il fait une expérience qui fabrique effectivement, donc tout d'abord, il essaie de créer la supposée atmosphère depuis le début, qui a engendré une espèce de soupe originelle. Et ici, suite à son expérience, il remarque qu'il y a des aminoacides. Peut-être vous ne savez pas, mais des aminoacides, ce sont des briques de la vie. C'est avec des petites affaires qu'on appelle aminoacides qu'on fabrique la vie. Eureka! On a trouvé! Ça a fait le tour du monde, ça a enflammé l'imagination du public. Voilà, on a trouvé la théorie de l'évolution. Ah, enfin, une base réelle. Oui, sauf que on n'a pas réglé le problème. Parce que dans son truc, là, les acides aminés ne font pas des protéines, parce que la protéine, c'est le vrai truc qui forme la vie. Sans protéines, ça ne fonctionne pas. Puis son affaire, là, c'est pas mal chaude. Michel m'a expliqué, si c'est chaud, la protéine ne reste pas. Elle s'est dissout. Alors même lui, Stanley Miller, va reconnaître plus tard, avant de décéder, il va dire... non, ma théorie, mon expérience ne dit pas grand-chose sur l'apparition de la vie. En fait, il ne dit pas rien. Il ne dit rien. Parce que les acides aminés, là, tu as toutes sortes de sortes. Puis il y en a juste une seule sorte qui est capable de le faire, puis il ne se fabrique pas toute seule. Pour l'imbriquer, ça prend une synthèse à ne plus finir. Faire ça de manière spontanée, bonne chance. On essaye toujours. Cette madame-là... j'ai un sentiment de profonde reconnaissance avec cette madame. Parce que ce qu'elle a fait, là, elle a fait des études sur c'est l'acide nucléique, c'est l'ADN, mais à ce moment-là, on ne savait pas c'est quoi. Alors, il disait, c'est une structure, ça a l'air d'une structure cristalline. Les gens disaient, la structure cristalline n'est pas sophistiquée. C'est simple. Ça doit être simple, ça doit être quelque chose de répétitif, parce que, n'est-ce pas, la cellule, c'est un truc simple. Il ne faut pas que ce soit compliqué, là. Okay? Parce que ça émerge spontanément. Comme les cristaux. Les cristaux ont des configurations simples, régulières. Ça a l'air régulier, pas mal, hein? Oui. Alors, dans la scène,
Lui, il est copain de Rosaline, il bénéficie de son travail. Rosaline, remarquez quel âge elle avait au moment de sa mort. À cause de ses travaux avec des rayons X, là, ça n'a pas aidé trop. Là. Alors, elle va décéder. Et c'est pour ces raisons qu'on commet une grande injustice. On n'accorde pas des prix Nobel à des gens qui sont décédés. Alors, en 1953, au moment quand on affirme sur toutes les tribunes qu'on a découvert d'où est-ce que ça vient la vie, qu'on est capable de le faire, eux autres, ils commencent à regarder un peu les travaux un peu de tout le monde, dont Rosalind. Alors, James Watson et Francis Crick vont rentrer dans l'histoire, parce que c'est grâce à leur travail. C'est à travers eux et grâce au travail d'autres qui étaient avant. Et eux, ils vont faire le décodage de toutes ces données dont personne ne se rendait compte. Là. Ils ont juste ramassé tout ce que les autres font là, pour donner un sens. Ils vont trouver le sens. Parce que M. Crick, il était un breaker des codes allemands ou japonais pendant la guerre. Il était smart, le gars. Il était bon à trouver des bons patterns. Alors, ça va les aider. Plus tard, le même Crick, il va formuler, on appelle ça l'hypothèse de la séquence dans la biologie moléculaire, mais plus tard, il va modifier, il va dire la dogme. Qu'est-ce qu'il disait la dogme? Alors, des affaires compliquées. Mais dans le fond, c'est simple. Il dit que d'un acide nucléique à un autre acide nucléique, d'ADN à ARN, tu es capable de transférer l'information. Mais tu n'es pas capable de transférer, tu peux transférer ça à une protéine, l'information, mais tu n'es pas capable de le faire d'une protéine à un acide ADN ou ARN. Tu ne peux pas faire ça. Autrement dit, ça vient toujours de l'acide aminé, de l'ADN. Ça vient toujours de là l'information, jamais à l'envers. Alors, l'information signifie ici quoi? La détermination précise de la séquence d'assemblage des petits trucs qu'on appelle les aminoacides. L'information, alors, est-ce que le mystère de la vie réside dans cette information qui se trouve dans la molécule d'ADN? Là, il commence à dire, wow, attends une minute, parce qu'on a trouvé quelque chose de vraiment important, quelque chose de vraiment fondamental. Eux autres, ils vont poursuivre les recherches en disant, à la base, il existe des petites triplettes, là, okay, qui vont former comme une espèce de lettre. Bon, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas mon domaine. Mais une chose est sûre, ce genre de triplettes qu'on les appelle codons, là, a donné l'opportunité à ces trois messieurs super brillants là, de gagner le prix Nobel pour avoir brisé rien d'autre, mesdames et messieurs, rien d'autre que le code génétique, le code de la vie. Eh bien, ils vont décrire également la synthèse des protéines qui est la base de la science moderne. Oubliez les trucs du passé, génération spontanée. Là, on a tourné la page. On est rentré dans le monde numérique. Hein? Parce que c'est l'information, c'est numérique ça. Mais on a un problème. C'est parce qu'on a un dilemme de type l'œuf et la poule. Je m'explique. C'est on a la protéine, c'est ça avec le truc avec lequel on fabrique la vie, mais ça vient de l'ADN. Bon, la protéine sert, si je ne me trompe pas, pour fabriquer des ADN. Hein? Oui, mais l'information vient de l'ADN à travers l'ARN. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait dessus la protéine, l'ADN, l'ARN. Il y en a qui disent, vous savez, c'est l'ARN. L'ARN parce que ça semble pas mal, puis on a eu des changements. Mais pour que ça fonctionne, ça prend des protéines. C'est ça. On appelle ça complexité irréductible. Pour qu'une chose fonctionne, il y a des affaires minimaux. Je m'excuse, mon français, c'est vraiment pénible. Pour que ça fonctionne. Tu as une trappe à souris, tu as 5 éléments, tu enlèves une, ça ne fonctionne plus. Vous comprenez? C'est ça la complexité irréductible. C'est comme dans la mécanique. Tu enlèves le petit fil qui fait le lien entre ton dynamo et tes bougies, c'est fini, le moteur ne fonctionne pas. C'est ça, complexité irréductible. Et dans le monde du vivant, c'est encore plus critique. Tu as des petits trucs, des petites affaires de liens, tu les enlèves, c'est fini. C'est un dilemme de type de l'œuf et de la poule. Et on ne sort pas si vite d'ici,
Parce que tout doit être présent en même temps pour que ça fonctionne. Alors, on avait la pauvre évolution par la sélection naturelle, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec l'origine de l'information inscrite dans le code? Comment la sélection naturelle engendre de l'information? Voyons donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus expliquer comment ça se fait qu'on a des énormes paliers de complexité irréductible partout. L'évolution, là, voyez-vous l'impasse? Ça ne marche pas. Ici, on a une citation d'un physicien qui est gagnant du prix Nobel. Ce n'est pas parce qu'il a gagné le prix Nobel qu'il a le droit de faire des affirmations. Mais dans son domaine, ça vaut la peine d'écouter ce qu'il dit. Il dit que l'astronomie nous conduit à un événement unique, un univers qui a été créé à partir de rien et délicatement équilibré. Pourquoi? Pour fournir précisément les conditions nécessaires à la vie, en absence d'un accident absurdement improbable. Les observations de la science moderne semblent suggérer un plan sous-jacent, pourrait-on dire, surnaturel. À partir d'absolument rien, qu'est-ce qu'on peut créer? Rien. Alors, on croyait avant que l'univers est éternel, mais s'il a un début, on a un problème philosophique insurmontable. Ici, c'est un gros mot, c'est une grosse phrase, là. Mais elle a du sens. Parce qu'un univers qui se crée à partir de rien produit un vacuum conceptuel sous la forme de Dieu. Ça, là, même moi, je me sens insulté. Qu'est-ce qu'on veut dire vacuum conceptuel? Là, on fait la salade des mots, là. Il faut qu'on arrête avec ça. Hein? Mais le vacuum conceptuel, c'est l'absence d'une base conceptuelle. C'est une absence qui invoque une question qui est douloureuse, parce que cet agent qui est responsable de l'apparition d'un univers à partir de rien, ça semble un peu trop à quelque chose qu'on connaît un peu pas mal bien, là, puis dont on veut fuir à tout prix. Ça s'appelle le Dieu chrétien. Au pire, aller le Dieu d'Aristote, mais on veut fuir de ça. Là. C'est sur la forme de Dieu, c'est vacuum. C'est pour cette raison que dans le monde académique, on a eu plus de 2000 ans de théisme qui a été balayé autour de la période de l'illuminisme. C'est le XVIIIe siècle. Alors on a, depuis ce temps-là, 200 ans d'agnosticisme et d'athéisme. Et est-ce qu'on se confronte avec ce genre de choses, de nouvelles découvertes, avec un retour de balancier? Je pense que c'est une question qui mérite toute l'attention. Parce que si c'est le cas, il est possible que le théisme fait son retour dans le monde académique d'ici pas longtemps. Parce qu'on a toutes les conditions du point de vue conceptuel de faire cette révolution dans le monde académique. Félicitations pour avoir écouté jusqu'à la fin. C'était dur. Et on me montre régulièrement le montre, mais je me laissais lâcher lousse pour pour vous captiver autant que je suis capable. Alors c'est le moment où on se quitte, où on pose des questions. Oh, merci. Merci. Oui, on a une question déjà. Éric? Et dans le fond, comme là, on revient vers le théisme, mais on n'arrivera jamais à prouver Dieu. Okay, comme on va juste pouvoir dire, dans le fond, Dieu a créé l'univers, mais on n'arrivera pas à prouver Dieu, à mon avis. Là. Ça reste de la foi rendu là, à mon avis. Tout à fait à moins que je me trompe. C'est tout à fait pertinent. Mais les théistes, ils ne commencent pas à dire n'importe quoi. Tout comme les athées ont besoin d'une base, et c'est pour ces raisons qu'ils ont une grosse affaire qu'on appelle le naturalisme. De la même manière, les théistes, pour se donner quand même une crédibilité, parce que bon, tu as de la foi, mais c'est de la foutaise peut-être. Hein? Comment est-ce que tu vas me convaincre? Ça nous prend un appareil, un dispositif conceptuel, des théories, quelque chose là,
pour nous dire d'une manière crédible, bien contourée, là, comment ça se fait qu'il existe quand même, ou dire, comment est-ce que tu vas prouver l'existence d'un esprit qui, par sa nature, n'a rien à voir avec le matériel? C'est pour ces raisons qu'on a développé dans le monde académique, on ne le reconnaît pas toujours, hein, ce qu'on appelle l'intelligent design. Là, quand le monde arrive avec l'intelligent design, ça pète des plombs. On devient un peu irrité. Il me dit, ce n'est pas scientifique. Mais l'intelligent design dit, ce n'est pas nécessaire que ce soit absolument scientifique à la manière dont la science d'aujourd'hui fait la job. Mais si on est capable d'utiliser la même méthode que Darwin utilisait, ça veut dire les choses qui opèrent aujourd'hui sont responsables des choses qui ont existé par le passé. Qu'est-ce que justifie l'apparition de ce monde digital qui est la ville, ce monde digital, avec des nanorobots? Est-ce qu'on le retrouve dans notre monde d'aujourd'hui? Oui. C'est de l'ingénierie des manufactures dirigée par des ordinateurs. OK? Parce qu'il y a des ordinateurs qui vont donner des indications précises à des outils, à des ensembles mécaniques qui sont commandés par des ordinateurs. On a aujourd'hui ça. Quel est l'agent responsable de ce genre de trucs, de ce genre de merveilles modernes? Ce sont les ingénieurs. C'est l'ingénierie. Et l'ingénierie s'obstine d'avoir un agent conscient. Ça prend de la conscience. Ça a plus de sens. Alors, tu ne peux pas dire que ce n'est pas scientifique, mais c'est vraiment un gifle à la manière dont on fait la science aujourd'hui, parce que la base de la science, c'est le naturalisme. Mais le naturalisme, ça vient dans le même package avec le matérialisme. C'est pour ces raisons qu'on ne veut pas aussi vite le laisser partir, parce que ça rapporte. Parce qu'on a des ouvrages, on a des travaux, des milliards et des milliards de dollars qui ont la base, cette conception. Ben, si tu commences à partager ça avec l'intelligent design, ben, tu partages le budget qui est jamais assez suffisant. Là. Ça prend un budget assez inconsistant pour pousser ce monde scientifique. Là. Si tu commences à morceler ça avec, je ne sais pas, la panspermie puis toutes sortes de trucs, là, où on arrive où, là? C'est comme ça qu'on fait la science, par la politique. Malheureusement, c'est le cas. J'aimerais ça aussi répondre à la question d'Éric. Seulement au niveau scientifique, tu as raison, c'est une très bonne question. Parce que nous, on est confrontés des fois à se défendre par rapport à nos croyances. Malheureusement, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, OK, par la science et ça devient difficile, on ne peut pas. OK? Sauf qu'on peut jouer, par exemple, sur le terrain des évolutionnistes. Et comme on disait dans la conférence, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Premièrement, on ne peut pas créer, puis ça a été prouvé, puis Daniel l'a très bien expliqué, on ne peut pas prouver la vie par une matière inerte au départ. Hein? On a vu tantôt, par exemple, que Louis Pasteur l'a démontré. Alors, dans son liquide au départ, la vie ne peut pas émerger à partir de la matière inerte. Sinon, il faut faire intervenir des germes de l'extérieur, des bactéries, pour que la vie puisse se développer. Alors, Louis Pasteur a montré définitivement que la matière vivante ne peut pas se créer à partir de matière non vivante. Ça, ce sont des faits scientifiques. Donc, ça démolit un petit peu l'évolution. En plus, il n'y a pas juste lui qui a montré ça. Donc, dans la conférence, on a vu Stanley Miller. Stanley Miller, en 1953, dans sa soupe primitive, finalement, lui, il pensait au départ que la formation d'acides aminés qui donne naissance aux protéines, et les protéines qu'on retrouve dans les cellules pour former la vie, hein, parce que la vie, c'est des cellules. Donc, mais lui, il a montré que ça s'arrête aux acides aminés. C'est sûr qu'à cette époque-là, il pensait que les acides aminés pourraient donner la vie après, parce que les acides aminés sont la base des protéines qui donnent la vie. Mais Stanley Miller a reconnu plus tard que dans son montage de soupe primitive, avec toutes les conditions qui étaient là au départ pour simuler finalement l'apparition de la vie sur Terre, hein, donc un courant électrique qui est envoyé là-dedans, une température élevée, une pression élevée et tout, il a montré que ça ne peut pas former des protéines parce que les protéines se dénaturent sous l'effet de la chaleur.
Et ça, il l'a reconnu. Donc, c'est impossible que des acides aminés puissent donner des protéines et que les protéines soient à l'origine de la vie parce que c'est les protéines qui forment les cellules. Alors, 2 événements qui prouvent que la matière vivante ne peut pas se produire à partir de la matière non vivante ou de la matière inerte. En plus, on a parlé dans la conférence de la complexité irréductible. Qui est arrivé en premier? L'ADN, l'ARN, les protéines. C'est l'ADN qui synthétise l'ARN pour faire des protéines et on a besoin de protéines pour produire l'ADN. Alors, on est dans un cercle là, qui tourne tout le temps et où est le début, où est la fin? Alors, c'est ce qu'on appelle la complexité irréductible. Il n'y en a pas un qui est arrivé avant l'autre. Alors, ça, on a des preuves aujourd'hui, puis grâce à ces expériences-là, bien, ça réfute à quelque part l'évolution. On ne peut pas, à partir de rien, obtenir quelque chose, puis on ne peut pas, à partir de la matière inerte, obtenir de la matière vivante qui donne naissance, là, évidemment, à tout ce qu'on a sur la Terre. Tu comprends? Ça, on peut jouer là-dessus, on peut le prouver. Mais on ne peut pas prouver l'existence de Dieu juste en... Tu comprends-tu? Alors, tu as bien eu raison. Là. Au niveau on de la ne matière. prouve pas Dieu, mais on est pas mal sur ces traces-là. Et voilà. Donc, si on réfute l'évolution, ben, il reste quoi, là? Tu comprends-tu? C'est ça. Donc, vous savez que sur Terre, hein, c'est soit que les gens croient à l'évolution ou soit qu'ils croient à la création. Si on ne croit pas à l'évolution, ben forcément, on va aboutir... il y a de bonnes chances qu'on aboutisse à la création. Bon, si j'ai bien suivi la conférence, il y a quand même des mouvements de pensée qui tournent. On tourne vers un mouvement de pensée, après on tourne vers un autre mouvement de pensée. Et au final, c'est que, selon ce que j'ai compris, on peut avoir une logique d'idées très cohérente, mais qui ne prouve pas nécessairement que c'est vrai. Donc, l'univers n'a pas de bon sens. Ouais, ça veut dire que dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, on peut avoir toute la logique du monde qu'on veut. Au final, qu'est-ce qui nous donne la certitude que ce qu'on dit, c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une vérité absolue? Et comment on fait pour se positionner, justement, pour trouver cette vérité absolue? Parce qu'au final, on peut se bâtir sur toute la logique qu'on veut, puis après, quelqu'un d'autre peut arriver avec une meilleure logique et détruire, si je peux le dire comme ça, ce qu'on a bâti. C'est un questionnement qui est légitime. Puis tu as vraiment raison de poser cette question, une question que je me pose moi-même aussi. Et c'est vrai que dans le monde de la science d'aujourd'hui, ça nous prend quand même une base. Hein? Soit bien, ou bien le naturalisme, ou bien l'intelligent design. De toute façon, ça nous prend une base. Ni l'un ni l'autre, comme dans la mathématique, on a des axiomes dont on ne peut pas faire la démonstration. C'est pour ça qu'on a le principe d'incomplétude de Gödel. Ça veut dire, au bout de la ligne, là, même dans la mathématique où tout le monde tombe à genoux, là, même là, tu n'as pas de bases solides, à moins que, bon, les axiomes, on le voit, qu'ils se prouvent par elles-mêmes dans la vie de tous les jours, mais on ne peut pas les démontrer. Alors, c'est la même chose. C'est de cette manière qu'on fait la science. La science elle-même, quand elle postule des affaires, elle n'a pas le dernier mot. Mais est-ce que c'est quelque chose de pessimiste ou d'optimiste? Parce que même si on dit que la réalité, c'est quelque chose qui nous fuit tout le temps, c'est comme une fata morgana, une réalité qui s'éloigne toujours quand, au moment quand on est sur le point de dire « oui, on l'a eu », non, elle s'éloigne. Malgré ça, si on regarde en arrière, on a fait vachement de progrès dans la connaissance du monde. Ça vous dit que ça se peut qu'on n'est pas arrivé à la fin, et pourtant, il y a des bases solides qui viennent de dispositifs, non seulement méthodologiques, mais de l'instrumentar, qui nous indiquent de manière mesurable et vérifiable que les faits sont là, et puis pour l'interprétation qu'on a, au moins on a ça. On a des faits. Alors, il y a de l'espoir. Puis, moi, je prêche toujours pour ma paroisse, c'est vrai, mais moi, je trouve que la notion d'ingénierie, qu'on le voit, on le constate de manière très empirique et de manière très inquiète dans le monde vivant, là,
ben, ça a l'air un peu d'un agent nous est pas mal familier dans le monde chrétien. C'est un agent qui est capable de faire ce genre de trucs à partir de rien. Puis là, on voit que l'univers, selon les scientifiques, émerge d'une façon ou d'une autre. C'est étrange, mais ça doit émerger de quelque chose qui est, logiquement, c'est de rien. Parce que ce sont les équations qui nous disent. Alors, peut-être les équations se trompent, ils sont toujours trompés, mais pour l'instant, ça a l'air... Mais moi, je ne me base pas sur de ce genre de choses. Ce qui m'impressionne le plus dans le monde scientifique d'aujourd'hui, c'est que on est passé dans une période où notre vision sur le monde a fait un changement fantastique avec la découverte qu'il existe des trucs dans la vie qui semblent à l'ingénierie, ça semble trop à des vaisseaux, des vaisseaux spatials. Tu as des villages en miniature qui fournissent leur propre existence. Tu as des usines là-bas, tu as des mécanismes, des vrais mécanismes, tu as des choses qui tournent, tu as des pignons dans le monde vivant. C'est époustouflant. Ça demande de l'ingénierie parce que le hasard n'est pas capable de faire l'anticipation et de construire les ponts d'aujourd'hui vers ce qu'il envisage. C'est ça la base de l'ingénierie. Alors, pour moi, moi je me sens pas confronté, Confortable. moi, je me sens confortable, je te remercie. Je me sens confortable avec cette vision du monde qui s'agence mieux avec un ensemble fantastique. Il y a des choses, on appelle complexité irréductible, mais ce n'est pas seulement la petite cellule, c'est partout. Partout. Ça veut dire qu'on a le monde vivant de l'écosystème, on a le mouvement des planètes, on a les galaxies avec ces mécaniques formidables, fantastiques, mais on a l'infiniment petit. Là. Puis lui, là, c'est de la magie. Si vous écoutez ce que les gens disent à propos de l'infiniment petit, on appelle la mécanique quantique, ça demande une volonté formidable de rassembler ces camps quantiques pour faire d'eux quelque chose qui va aboutir à des choses structurées qui sont toujours pareilles, qui vont s'exprimer d'une manière prédictible sous la forme des lois. Ça prend de l'ordre dans la cabane. En passant, la science n'a pas la prétention de tout connaître. OK? Ça, on est au courant. Sauf qu'on a fait du chemin depuis Aristote. On a fait énormément de chemin, on a acquis énormément de connaissances. Et moi, je peux te dire, sans l'ombre d'un doute, que la connaissance qu'on a aujourd'hui, c'est une base solide. Les faits qu'on a dans les expériences comme Pasteur et tout, ce sont des faits. On ne peut pas réfuter ça. Tu comprends? Et la science est basée sur des faits. On ne peut plus revenir en arrière parce que ça a été démontré et au 19e siècle, tout ça a été démontré. On n'avait pas les moyens de le faire avant. Mais c'est pour ça qu'on ne peut plus revenir en arrière une fois que ça a été démontré. Ce sont des faits, c'est coulé dans le béton par rapport aux expériences de Pasteur, de Stanley Miller. Alors ça, c'est un pas de géant là, qu'on a fait. Donc, on peut le prouver aujourd'hui et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, oui, la science évolue, mais ce qu'on sait déjà, c'est basé sur des faits solides, vérifiables, revérifiés. On ne peut plus revenir en arrière et à ce moment-là, c'est là que l'évolution ne tient pas la route. Tu comprends? Mais en même temps, franchement, l'histoire, c'est ici la pertinence de ta question. L'histoire nous montre que peu importe à quel point une théorie c'est solide, mettre ses œufs dans un coffre où il est écrit théorie scientifique, c'est pas safe. Alors, on reste toujours, on fait un recul, on se barricade dans cette conception philosophique, mais sachez une chose, qu'à la base de toute idée scientifique reste un questionnement philosophique. Et à la base de tout questionnement philosophique est toujours quelque chose de théologique. Peu importe que c'est de la théologie positive ou négative. C'est de la théologie négationniste ou de la théologie affirmative. À la base de la philosophie, c'est ça. Et à la base de la théologie, là, ça reste toujours l'idée d'un Dieu qui a fait sa volonté.
Donc, peu importe de quelle manière on s'en va, là, on s'en va vers un Dieu ou une absence criante d'un Dieu qui fait sa volonté. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ça semble trop à un plan. C'est trop. C'est trop parfait. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la conférence. On remercie, en tout cas, moi, je remercie Daniel pour beaucoup d'éléments que tu nous as apportés durant la conférence. Donc, une conférence très enrichissante. Alors, merci aux conférenciers. Merci. Félicitations pour vous aussi, là.